Bonjour à tous, c'est le petit yaourt. Je crois que la dernière vidéo elle date de mars. On est en juin. Tout va bien? Depuis le mois de janvier, j'ai vraiment pas mal lu. Franchement, j'ai bien fait baisser ma pile à lire, donc je suis assez contente. Pourquoi il n'y a pas eu de vidéo? Ben, c'est vrai que la motivation est un petit peu partie. Euh, que ce soit pour les vidéos ou les articles sur pugoscope.fr, on en a fait assez peu. Mais là aujourd'hui subitement elle est revenue, alors je me suis dit tiens, je vais essayer de faire une petite vidéo, bouquin, où je vais vous parler vraiment des meilleurs bouquins que j'ai lus pendant le confinement, ou voilà on va dire en 2020 pour l'instant, vu qu'on est à la moitié de l'année, un petit peu près, ça fait un petit bilan mi-annuel. On va commencer peut-être avec du graphique. On va commencer avec Ascender, tome 1, par Jeff Lemire et Dustin Nguyen, c'est chez Urban Comics. Bah là clairement je vais aller très très vite parce que si vous n'avez pas lu la série Descender, vous pouvez pas lire Ascender à mon sens, parce que Ascender se passe après les événements de Descender. Évidemment je vais pas vous dire de quoi il s'agit, hein, de la fin de Descender, mais Descender en gros c'était un comics indé très très beau qui va parler de robots. Donc en gros on est vraiment sur de la science-fiction mais très abordable, très poétique, très belle, avec à la fois de l'action et de la réflexion, avec ce petit personnage de Team 21 qui était un robot de compagnie et qui va se retrouver un petit peu pris malgré lui dans une guerre entre les robots et puis les humains ou les non-robots, parce qu'il n'y a pas que des humains dans Descender, il y a pas mal de créatures assez différentes les unes des autres. Je vais pas m'étendre un peu plus, surtout qu'on en a déjà pas mal parlé sur la chaîne, donc si vous cherchez un petit peu sur la chaîne, vous devriez trouver des vidéos dans lesquelles on parlait pas mal de Descender. On a même fait une vidéo spéciale sur Descender il y a quelques années. Ça se passe 10 ans après. Et c'était beaucoup trop chouette. J'aime vraiment beaucoup cette série de comics parce que c'est tout en subtilité, c'est poétique et c'est surtout extrêmement beau. Tout est fait à l'aquarelle. Voilà, un exemple de page extrêmement jolie par Dustin Nguyen. Je fais tellement cette vidéo à l'arrache qu'au bout de 2 minutes j'avais déjà plus de batterie, yes. Je disais donc, ce qui est sympa avec Ascender, c'est qu'on part sur un genre un poil différent de ce qu'on avait sur la série Descender qui était vraiment SF. Là on va voir un petit côté peut-être plus fantasy parce que la magie va faire son apparition dans cet univers. Et voilà, et du coup voilà, c'est pour ça que c'est une autre série, c'est parce que ça amène peut-être d'autres choses, d'autres questionnements, d'autres thématiques, et c'est assez intéressant. Et puis on suit un nouveau personnage principal qui est cette petite fillette. Très très chouette, je vous recommande, si c'est pas encore fait, de découvrir la série Descender. Elle est en 6 tomes, donc c'est assez raisonnable en termes voilà, elle est complète en 6 tomes, et puis pour l'instant il n'y a qu'un seul tome d'Ascender, donc ça va. On continue les graphiques. Donc le deuxième graphique que je voulais vous présenter, c'est Les oiseaux lumineux de Andrei Puika. C'est chez les Aventuriers de l'étrange et voilà. Et en plus on est sur une... voilà. À l'intérieur, tout est beau comme ça. Ce qui fait que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire cette BD, c'est avant tout les illustrations du dessinateur qui sont incroyables. Pour ce qui est de l'histoire, c'est un petit peu plus complexe, c'est assez, pas abstrait, mais parfois on se perd un petit peu, donc c'est ce qui est sympa parce que du coup c'est le genre de BD que vous pouvez carrément relire vraiment plusieurs fois pour mieux tout comprendre. Il n'y a qu'un seul tome, hein, c'est un one shot, il n'y aura pas de suite. On est dans une cité où les hommes ont leur tête emprisonnée dans une espèce de cage. C'est une BD vraiment très métaphorique, avec pas mal de symbolisme. Et il y a encore quelques hommes libres sur cette cité, et ces hommes en cage essayent de les choper, tout bêtement. C'est une BD qui est assez courte, donc je vais pas dire grand chose de plus. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, Dan a fait un article sur pugoscope.fr, donc il vous en parle un petit peu plus en détail et mieux que moi, parce que moi c'est vrai que je l'ai lu en février ou en mars, donc je n'ai plus exactement bien tout en tête. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus, pugoscope.fr. C'est tout pour les graphiques qui m'ont vraiment marqué. On va passer maintenant au roman.
Un roman vraiment sur lequel je ne me serais pas arrêtée si on ne me l'avait pas prêté et que finalement j'ai adoré, j'ai vraiment trop rigolé. C'est le discours de Fab Caro, que je ne connaissais pas, qui fait apparemment pas mal de BD, très connu, mais ben, moi je le connais pas. On est sur un très court roman qui se lit très vite. On est dans la tête d'un mec qui doit avoir genre la quarantaine ou quelque chose comme ça, et qui est à un dîner de famille tout simplement. Et dans ce dîner de famille, il y a son beau-frère qui va bientôt se marier avec sa sœur, qui lui dit que ça sera en fait à lui de faire le fameux discours pendant le mariage de sa sœur. Il peut pas vraiment dire non, sauf que ouais voilà, il aimerait bien dire non parce qu'il a pas trop envie de le faire ce discours, et donc on va suivre un petit peu ses pensées pendant tout le long de ce dîner de famille. Il essaye dans sa tête de faire des essais de discours. C'est vraiment très drôle, ça se lit vachement bien. C'est extrêmement drôle parce que ce personnage il est un petit peu, voilà, il est un petit peu paumé, il est un petit peu en marge, il est pas trop à sa place dans ce dîner avec sa famille. Il est pas trop en phase avec sa famille qui finalement ne sait pas grand chose de lui. Et c'est assez rare, mais vraiment quand j'ai lu ce livre, je riais vraiment pleinement, je riais pas seulement intérieurement. Donc vraiment, si vous voulez bien rigoler, pendant l'été ça peut être sympa, le discours de Fabrice Caro. Ah, pour continuer dans les petits fous rires, très récemment, c'est la semaine dernière, j'ai lu, enfin, ça faisait 3 ans qu'il était dans ma palle, mon dieu, La mythologie viking de Neil Gaiman. Bah, il était dans ma palle depuis vraiment longtemps parce que j'avais un petit peu peur de le lire. J'avais peur que ce soit un petit peu trop encyclopédique en fait, un petit peu trop complexe à lire parce que c'est vrai que je m'y connais pas trop en mythologie viking. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi drôle. Neil Gaiman, il est quand même pas mal calé en mythologie nordique. Et donc là, il propose une dizaine d'histoires racontées à sa façon, des récits mythologiques vikings. Donc ils vont concerner Odin, Thor, Loki, ça c'est vraiment les 3 personnages principaux. Bon, on va surtout s'attarder sur Thor et Loki. Pour mon plus grand bonheur, parce que Loki, c'est mon personnage préféré de tous les temps, je l'adore. Évidemment à cause des Marvel. Hein. Donc c'est pas lui qui invente ses récits, il les fait simplement à sa sauce, on va dire. C'est pas mal quand on connaît pas trop la mythologie viking, parce que on a quand même pas mal... ça pose quand même pas mal les bases, notamment voilà, la création du monde, de l'univers. Donc ça va être voilà, la première histoire qui est peut-être la plus abstraite, on va dire, qui reste quand même assez simple à lire. Et ensuite, on rentre dans le vif du sujet avec des histoires à base de Thor qui est en fait un peu teubé quand même. Ah, il a beaucoup de muscles, mais pas trop de cerveau. Il est un petit peu con, il veut tout le temps tuer tout ce qui bouge. Il y a une scène qui m'a fait mourir de rire parce qu'il est un petit peu énervé, frustré, je sais plus pourquoi, et du coup il va mettre un coup de pied dans un nain et le balancer dans les flammes. Et après il dit qu'il se sent vachement mieux. Je m'attendais vraiment pas à ça en lisant la mythologie viking. Je pensais que la mythologie viking c'était vraiment genre super sérieux, pas du tout comme dans les Marvel quoi. Et en fait ça se rapproche vachement des Marvel. Hein. Les Marvel ils sont quand même pas si éloignés que ça, ce qu'on trouve là-dedans. Enfin on a une scène où Loki attache une corde à ses couilles et l'autre bout a un bouc pour faire marrer les dieux. Et ça lui fait marrer. Donc si vous avez envie de vous marrer, lisez ça. En même temps vous apprendrez des trucs, forcément, parce que... À moins que vous soyez quand même super calé, mais moi c'est pas mon cas. Donc vraiment si vous aviez un petit peu peur de vous lancer là-dedans, allez-y, ça se lit extrêmement bien et puis vous allez bien rigoler franchement. On va passer rapidement à de la science-fiction avec ce petit recueil de nouvelles très kitsch la couverture. La région du désastre de J.G. Ballard. J.G. Ballard, il n'y a pas tant de monde que ça qui le connaît. C'est vrai que quand on parle de nouvelles de science-fiction, les gens vont parler de Asimov par exemple.
Mais si vous avez peur un peu de vous lancer dans la science-fiction un petit peu trop scientifique, un petit peu trop ardu à lire, même si Asimov ça se lit bien, mais bon, c'est peut-être pas forcément pour tout le monde, que vous aimez plus le côté high concept, anticipation, lisez du Ballard. C'est aussi assez philosophique, mais c'est très très abordable. Et là, ce petit recueil de nouvelles, il est encore une fois trop bien. C'est mon deuxième recueil de nouvelles de Ballard que je lis. J'ai lu un roman de lui et je crois qu'il est vraiment très bon en nouvelles. Voilà. Le roman que j'ai lu, j'avais pas trop aimé. C'était Le Monde englouti. Voilà. C'était pas top, mais j'avais lu Fièvre guerrière, un recueil de nouvelles. J'avais lu ça en terminale. C'était recommandé par mon prof de philo et franchement c'était trop bien. Et celui-là, il est encore mieux, je crois. C'est bourré de nouvelles avec plein d'idées, plein de concepts, vachement cool. C'est hyper facile à lire. Ça part dans pas mal de directions différentes. C'est de la science-fiction, mais on va pas être dans l'espace à bord de vaisseaux. Il y a des choses qui sont très concrètes, qui se passent sur Terre. Simplement, voilà, c'est tout le temps des concepts hyper prenants et qui marchent bien en nouvelle. Et c'est assez fou parce que ça date, si je dis pas de bêtises, des années 60. C'est ça, 1967. Et il y a des nouvelles dedans, on se dit mais comment c'est possible qu'il ait imaginé ces trucs-là. C'est exactement ce qui se passe en ce moment en fait. Notamment, il y a une nouvelle où les gens sont poussés à l'extrême à consommer toujours plus, avec l'obsolescence programmée, avec plein de systèmes des magasins qui font que plus vous changez votre matériel régulièrement, plus vous avez des réductions. Mais en même temps, bah, vous dépensez de l'argent, donc au final, non, vous perdez de l'argent, mais eux, ils en gagnent pas mal. Plein de choses comme ça, et puis du coup, le plot un petit peu de l'histoire, c'est qu'il y a des nouveaux panneaux publicitaires qui sont installés, et en fait on est sur des images subliminales qui vous poussent encore plus à consommer. Donc vous voyez, ça c'est vraiment de l'anticipation assez facile à appréhender, à lire. Donc franchement, si ça vous tente, allez-y. C'est vraiment très bien. Je pense qu'on peut trouver une édition plus récente que celui-là, bien sûr. Hein. Ah, ensuite, j'ai lu Trainspotting par Irvine Welsh. Comme tout le monde, j'ai vu le film de Danny Boyle avec... comment il s'appelle, Ewan McGregor. Et je sais plus le nom des autres acteurs, mais enfin bon voilà, vous connaissez Trainspotting. C'est un auteur écossais, et donc cette histoire se passe en Écosse dans les années, ouais voilà, un petit peu 90, on va dire, c'est ça, 90 à Édimbourg, et on suit une bande de jeunes drogués à l'héroïne. Et voilà, c'est des petits, c'est des mecs un petit peu cradingues, héroïnomanes, un peu punk. C'est assez rock'n'roll, c'est assez trash. Le film est excellent. Et vous savez, moi j'adore tout ce qui est un petit peu punk, un petit peu crade. J'aime bien les récits où il y a de la drogue. Donc forcément, Trainspotting, c'était un livre à lire pour moi. C'était pas évident à lire. Il faut savoir qu'il y a 2 traductions maintenant de ce livre. Les éditions Point ont fait une réédition il n'y a pas très longtemps. La couverture c'est la même sauf qu'elle est bleue et c'est une nouvelle traduction. Je comprends pourquoi il y a une nouvelle traduction parce que c'est pas simple à lire. On est dans la tête de chacun des personnages, d'un paragraphe à l'autre. Vraiment, genre des fois c'est juste des tout petits paragraphes et on saute sur un autre personnage et on nous indique pas clairement du tout dans quel personnage on est. Donc on est un petit peu perdu parfois. Pour le coup, c'est bien d'avoir vu le film avant parce qu'en plus, voilà, ça permet de visualiser un petit peu la gueule des personnages. Parce que sinon, j'avoue que j'aurais été un petit peu perdue. Il y a un langage vraiment assez oral. Les personnages parlent mal. Clairement, ils savent pas très bien parler un petit peu comme moi. Ils font pas des phrases très correctes syntaxiquement, etc. Il y a des fautes volontaires. Et comme cette traduction date des années 90, bah du coup il y a des expressions que je connais pas forcément et des trucs qui font un petit peu vieillot et un petit peu kitsch, un petit peu daté. Donc c'était pas évident à lire et du coup je me suis dit bon bah je vais aller voir un petit peu ce que ça donne la nouvelle traduction. Donc je suis allée lire les 2-3 premières pages, vous pouvez lire les extraits toujours des bouquins sur Amazon ou je sais plus quoi.
Et c'est vachement plus lissé, vachement plus polissé dans la nouvelle traduction, plus facile à lire. Donc je me suis dit, bon, j'aimerais bien voir aussi ce que ça donne en anglais. Peut-être que c'est un bouquin à lire en anglais. Et non, je vous conseille pas de le lire en anglais. En anglais, c'est l'horreur. C'est vraiment, on est que sur bah oui, un langage très oral avec des mots raccourcis, à moitié mangés, avec des expressions bah, très écossaises. En fait, on a vraiment cet accent écossais qui ressort dans le livre en anglais. Ce qui est assez fort, je trouve. Donc forcément, le traducteur, pour cette première traduction, a essayé de faire ressortir ce côté-là. Et donc, bah, je trouve que cette traduction-là est plus réussie par rapport à l'autre. Plus difficile à lire, mais elle se rapproche plus du texte de base. Mais franchement, je conseille pas trop de le lire en anglais parce que c'est assez compliqué, quoi. On bute sur chaque phrase, faut un petit peu réfléchir pour remettre un petit peu tout dans le bon ordre. C'est pas évident. Bref, je m'égare, donc je vous conseille la première traduction de Trainspotting. Si vous voulez quelque chose de fluide, lisez la nouvelle traduction. Si vous avez le courage, lisez-le en anglais, mais voilà, ça va que c'est un petit livre. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très trash, c'est dégueulasse. Il y a des scènes vraiment bah, très réalistes au final. Quant à le personnage de Mark, donc interprété par Ewan McGregor, qui se retrouve à aller fouiller dans sa propre merde, dans des toilettes dégueulasses, d'un pub dégueulasse, c'est très cru, c'est très trash, mais je trouve ça très réaliste en un sens. Qu'est-ce que le manque aussi fort peut te pousser à faire, faire des trucs assez dégueulasses. Ça peut être assez choquant par moments. Il y a pas mal de morts dans ce bouquin, de gens qui meurent d'overdose, aussi du sida. On est vraiment sur une Écosse, un Édimbourg dégueulasse, assez malfamé, assez pauvre. Euh, c'est tout ce que j'aime, moi. Donc j'ai vraiment adoré cette lecture. Si c'est ce que vous recherchez, lisez-le. Si c'est pas trop votre truc, le lisez pas, j'imagine. J'ai lu Les Marvel de Brian Selznick, qui est un gros pavé qui se lit très vite. Voilà, j'aurais pu le lire en une journée, mais je me suis un petit peu freinée parce que j'ai trouvé ça formidable. Donc en fait, on a une grosse partie là qui est composée uniquement de dessins en pleine page comme ça. Et donc, mis bout à bout, ça raconte le début de l'histoire. Ensuite, on a une partie texte, et pour finir, une autre partie dessin. Brian Selznick, c'est l'auteur d'Hugo Cabret, que je n'ai pas lu ni vu en film. Donc moi, je découvrais vraiment l'auteur avec ce bouquin. Et ben, c'était vachement bien. Toute la partie dessin va nous raconter l'histoire de la famille Marvel, qui est une famille de comédiens qu'on va suivre du coup depuis le XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Voilà, on voit les générations qui se succèdent. Ce sont des comédiens de théâtre qui jouent des pièces, notamment pas mal de Shakespeare, ce genre de choses. Et ensuite, au niveau de la partie texte, on va suivre un jeune garçon en 1990 qui a des parents riches qui s'occupent pas trop de lui. Il est dans un pensionnat, il va fuguer de ce pensionnat pour aller à Londres chez un oncle qu'il n'a jamais connu. Cet oncle est un petit peu bizarre. Il habite dans une maison vraiment genre manoir figé dans le temps, avec rien de moderne, pas l'électricité, aucune télé, ce genre de choses. Vraiment, il vit comme au XVIIIe siècle, ou au début du XIXe. Voilà. Bon, il n'est pas trop le bienvenu dans cette maison, avec cet oncle qui vit tout seul, avec tous ces objets posés très minutieusement dans la maison et qu'il n'a pas le droit de toucher. C'est très mystérieux, il tombe un petit peu sur des tableaux représentant des membres de la famille Marvel et il se pose pas mal de questions. Qu'est-ce que c'est que cette famille? Et son oncle veut pas trop y répondre, il reste assez évasif. Et voilà, j'en dirai pas plus. C'est très beau, notamment que c'est inspiré d'une histoire vraie. Voilà, il y avait vraiment un mec à Londres qui habitait dans une maison comme ça, qu'il a
soigneusement retapée pour qu'elle retourne à son état d'origine du XVIIIe siècle. Ah mais je peux pas raconter sans spoiler du coup. J'en dirai pas plus. Mais voilà, il y a vraiment un mec qui a existé, qui a fait une maison assez incroyable, qui aujourd'hui est un peu un musée et qui se visite et tout. Et je peux pas en dire plus, mais j'ai trouvé ça très touchant, très beau comme histoire. C'est du bon jeunesse quoi. Clairement les adultes peuvent lire aussi. C'est assez original d'avoir ce côté roman graphique au début et puis un petit bout de texte et puis roman graphique à la fin. C'était très chouette et bah du coup j'ai vachement envie de lire Hugo Cabret. J'ai gardé les 2 meilleures lectures pour la fin. Mais mes 2 gros coups de cœur de 2020 pour l'instant, c'est Dans la forêt de Jean Eglund et Le Dévoreur précédé du Roi Cornu par Stéphane Plateau. On va déjà parler du Dévoreur. Stéphane Plateau, c'est un auteur belge de fantasy adulte. Et donc ça, c'est un petit livre qui est composé de 2 petits romans ou 2 grosses nouvelles. Ce sont 2 nouvelles qui se passent dans son univers du Sentier des Astres, parce qu'il a une trilogie qui s'appelle Les Sentiers des Astres, que je n'ai pas lu. Et j'avais un petit peu peur de lire ce livre parce que je me disais mince, peut-être qu'en fait il faut avoir lu sa trilogie avant. Mais non, c'est des histoires qui sont pas reliées directement à ce qui se passe dans la trilogie, c'est juste dans le même univers. Donc on peut lire ça tout seul. Et c'était vraiment trop bien. Du coup, j'ai tellement aimé que là j'attends mon exemplaire de Manèche, qui est le premier tome du Sentier des Astres. J'ai trop envie de le lire et je pense que je vais me taper la trilogie très très vite dès que je l'aurai parce que l'univers est trop bien. Je lis pas énormément de fantasy adulte, en dehors des classiques Seigneur des Anneaux, etc. Parce que j'ai pas envie de retrouver le schéma du Seigneur des Anneaux. J'ai pas envie d'être sur de la fantasy à la Game of Thrones, un peu médiévale. C'est pas trop mon truc. J'ai pas envie de quelque chose de trop politique ou avec trop d'action. C'est pas ce que j'ai envie de lire. J'ai envie d'avoir un univers un petit peu différent, qui s'inspire de mythologie qu'on n'a pas l'habitude de lire. Et bah là, c'est complètement ça dans cet univers du Sentier des Astres parce que on est sur une mythologie qui emprunte pas mal aux hindous, à la mythologie scandinave et puis à la mythologie celte. Et du coup, ça donne quelque chose d'assez original qui m'a tout de suite, moi, happée. Et en plus, c'est beaucoup trop bien écrit. C'est assez poétique sans en faire trop non plus. Donc dans cet univers, en fait, il y a des astres qui en fait ont vraiment une incidence sur nous les humains. Ça va avoir une influence sur la personnalité, sur l'humeur. C'est le côté un petit peu mystique et magique de cet univers et c'est pour ça que du coup c'est un univers de fantasy. Et donc on a plusieurs astres, certains qui sont plutôt bons et fastes et qu'on va prier si on veut réussir telle chose dans sa vie ou si on s'apprête à faire telle chose, à partir en voyage, etc. Et d'autres astres qui sont plutôt néfastes. On va essayer de s'en éloigner le plus possible, notamment l'astre du dévoreur. Quelque chose d'assez négatif. C'est un astre rouge et j'adore ce nom, le dévoreur. Je trouve ça trop bien. Je sais pas, moi ça m'évoque vraiment trop de trucs trop cool. Donc dans le dévoreur, on va suivre un éleveur d'ânes qui habite dans les montagnes avec ses 2 filles, jusqu'au jour où il va tomber sous l'influence néfaste de cet astre du dévoreur et il va petit à petit changer et faire des choses assez monstrueuses et dégueulasses. Et il se passe pas forcément énormément de choses dans cette nouvelle, mais franchement j'ai trouvé ça trop bien, tellement bien écrit et l'univers me plaît tellement que voilà, j'ai tout de suite après commandé Manèche, le tome 1 du Sentier des Astres parce que ça me plaît beaucoup. Quant à l'autre nouvelle qui s'appelle Le Roi Cornu, je m'en rappelle un petit peu moins pour le coup, mais pareil c'était très bien aussi. Le Roi Cornu se passe 1000 ans avant Manèche, voilà, donc vous voyez, vraiment on peut lire ça sans avoir lu Manèche, ça pose pas de problème. Voilà, donc j'ai très hâte de lire Manèche et je vous en reparlerai peut-être si je suis motivée. Allez, on passe au dernier livre, c'est Dans la forêt de Jean Eglund, et ça c'est vraiment le plus gros coup de cœur de cette année et depuis longtemps aussi. Vous savez, j'aime bien lire donc des bouquins un petit peu punk, un petit peu cradingue, hein, à la Virginie Despentes, Bukowski,
que ça parle de drogue, d'alcool, j'aime bien ça. Mais j'ai une autre obsession, même si j'ai pas encore lu beaucoup de livres dans ce style-là, parce que il faut d'abord que je les trouve, parce que c'est quand même super précis. C'est les bouquins où on a un ou deux personnages isolés dans la forêt ou la nature et qui doivent subsister tout seuls. J'adore ça, voilà. Mon rêve, moi, c'est d'avoir une cabane dans la forêt avec personne autour. D'ailleurs, il y a un livre un petit peu comme ça que j'ai très envie de lire, c'est Le Mur Invisible. On a une femme qui habite en forêt et tout d'un coup, il y a une espèce de dôme, un petit peu comme Dôme de Stephen King, une espèce de dôme invisible qui va entourer sa maison et puis un petit bout de la forêt, et tout ce qu'il y a autour, tout est mort, et il n'y a plus rien, et il n'y a plus que elle dans son dôme. Voilà, je veux lire ce livre, ça a l'air beaucoup trop bien. Bref, à la base, les personnages ne sont pas tout seuls, on est sur deux jeunes filles qui habitent avec leurs parents dans une maison dans la forêt. Ces parents vont mourir et vont se retrouver toutes seules dans la forêt, un petit peu coupées du monde sans trop savoir ce qui se passe à l'extérieur, à part qu'à l'extérieur, apparemment c'est un petit peu la guerre. On sait pas exactement ce qui se passe, mais elles n'ont pas vraiment d'autre choix de rester toutes les deux dans cette maison, dans la forêt. Et donc elles vont devoir se démerder pour faire leur petit potager, essayer de faire durer leur vivre le plus longtemps possible, parce qu'elles n'ont plus trop la possibilité d'aller dans une ville, qui de toute façon les villes, il n'y a plus rien dans les magasins sont fermés, ils ont été pillés, il n'y a plus rien. Et voilà, en gros, c'est l'histoire. Il va quand même y avoir d'autres choses qui va se passer, un petit peu d'action, des choses assez difficiles à lire. Il y a des passages assez difficiles parce que forcément, deux jeunes filles toutes seules, elles sont pas à l'abri de tomber sur des gens mal intentionnés. Déjà, j'ai trouvé ça très très bien écrit, c'était très très beau à lire. Et même si c'était très dur, moi ça me donnait encore plus envie d'être perdue dans la forêt aussi, toute seule. Mais il faut vraiment avoir envie de lire un bouquin sur des nanas dans la forêt qui font leur potager, quoi, qui font leurs conserves, qui font des gâteaux, qui vont essayer de chercher des plantes dans la forêt, etc. Qui n'ont pas accès à internet, donc elles ont quoi? Elles ont juste une encyclopédie avec dedans, voilà, ça va parler de plantes qui peuvent être comestibles, sauf qu'il n'y a pas d'image, donc elles vont essayer de savoir quelles sont les plantes en question, comment les reconnaître, etc. Donc elles vont faire des essais et tout, enfin bref. Voilà, moi j'adore ça, le côté survie. C'est pas post-apo, mais on sent que ça pourrait vite basculer quand même dans le post-apo, vu que le monde autour d'elle part en cacahuète. C'est une relation entre sœurs qui est assez forte et assez pleine d'émotions. Et sinon, vous voulez savoir le pire livre que j'ai lu pendant le confinement? Je veux pas en parler beaucoup, c'est juste histoire de tracher un peu. J'ai lu ça, Le livre perdu des sortilèges, tome 1 de Deborah Harkness. Oh là là, que c'était nul. Qu'est-ce que je me suis fait chier. En plus, il fait 800 pages et je l'ai lu jusqu'au bout, je l'ai pas abandonné. Pourtant, ça partait bien, hein, parce que ça se passe à Oxford, une ville que j'aime beaucoup, qui est très très cool en Angleterre. Il y a ce côté très anglais. On est sur une nana qui fait de la recherche dans des vieux manuscrits à l'université. C'est trop cool, moi j'adore ça. J'adore cette ambiance. Et l'ambiance était sympa. Et puis ensuite, il y a un vampire qui arrive. Et forcément une histoire d'amour. Et c'était niais. Il ne se passe rien du tout pendant 800 pages. Mais rien du tout. Bon, clairement, c'est de la bitlite. C'est pas pour moi. Je ne sais pas pourquoi j'avais ce livre. Donc désolée si vous avez aimé cette saga, hein, mais non, c'est pas pour moi du tout. Voilà, c'était pour finir sur une note négative. Je pense que c'est bien de finir sur une note négative en vidéo, non? Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc pas mal de bonnes lectures, j'ai vraiment lu beaucoup de livres, ma pile à lire descend. Si vous avez aimé la vidéo et que vous êtes content de voir un petit peu d'activité sur cette chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Il y a quelques nouveaux articles sur pogoscope.fr et donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Point, on fait une ré... J'ai dit quoi? J'ai dit les ré... Bon la moto là, casse-toi!
La moto. Oh, je sais pas comment expliquer. Comment on explique?